Heureuse, amis internautes, de vous retrouver sur cette émission Prime Politique. Aujourd'hui, je reçois pour vous un acteur politique pas les moindres. Il s'agit de Irénée Agossa. Il est membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Il nous a fait honneur d'être sur cette émission. Il va répondre à nos questions dans un instant. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il y a quelque temps, votre formation politique, l'Union progressiste Le Renouveau, a rendu public le duo qu'elle présente pour l'élection présidentielle de 2026. Il s'agit de Romuald Wadaye et de Mariam Chabi Talata. Dites-nous, ce choix a-t-il été un choix accepté comme un fait accompli ou a-t-il nécessité de longues concertations internes? Chaque parti politique a sa procédure de désignation de candidats pour telle ou telle élection et dans le pays. Vous êtes en train ici de parler du cas de l'élection présidentielle. Donc la procédure a été respectée au niveau de UP Le Renouveau pour pouvoir avoir aujourd'hui comme candidat M. Romuald Wadaye. Donc toutes les concertations internes ont été réalisées. Et que vous pensez, comme d'autres le disent, que ça a été imposé ou bien c'est venu d'ailleurs, mais pas du tout. Ce n'est même plus simplement un candidat de UP Le Renouveau. C'est le candidat de l'ensemble des forces de la mouvance désormais. Dans l'UP Le Renouveau Dans aussi. UP Le Renouveau. Donc cela a été accepté par tous. Et non seulement par nous tous, mais par aussi d'autres personnalités dans le pays. C'est un candidat qui a suscité espoir un peu partout. Donc cela ne revient plus du tout à penser si ça a été imposé ou pas. Parce que si c'était imposé, qui l'a imposé à l'ancien président Ousmane Batoko? Personne ne l'a imposé. Aujourd'hui, il est presque le directeur de campagne de Romuald Wadaye dans le Septentrion. Qui l'a imposé à l'ancien président Nicéphore Dieudonné Zoglo? Pourquoi vous faites l'idée qu'on a imposé quelqu'un? Alors, Ça n'a pas été imposé. C'est un processus qui a abouti au choix de ce candidat et qui, aujourd'hui, est clair, c'est le candidat de l'espoir, c'est le candidat de la fierté retrouvée, la fierté que vous-même vous avez retrouvée en tant que béninoise aujourd'hui, la fierté d'être de ce pays. C'est le candidat de cette fierté que nous avons désiré à travers une procédure interne qui est propre à notre parti et qui, en fait, a été conforme aux différentes procédures dans les autres partis que nous avons confirmées à Parakou. Donc, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans une logique cohérente des procédures internes au sein de nos différentes partis politiques. Quelle a été réellement la participation de l'UP Le Renouveau dans le choix de ce candidat? Le choix du candidat, comme je vous l'ai dit, il y a la haute direction du parti qui a acté le choix. À partir de là, il y a la direction exécutive nationale, il y a le bureau politique qui l'a fait. Donc, c'est une procédure qui a été respectée. Et nous avons émis des critères pour ce choix. C'est celui qui peut continuer l'acte aujourd'hui posé par le président Talon, qui peut continuer immédiatement le travail. C'est le critère principal. Et qui est compétent pour le faire, qui a été formé pour le faire, et qui a l'énergie pour le faire. Qui, aujourd'hui, a la capacité managériale de continuer dans le sens de ce qui se fait dans le pays, c'est-à-dire la stabilité politique, la croissance économique et un Bénin qui suscite espoir en ce qui concerne les types d'investissement. Et c'est justement pour ça que le choix a été porté sur Romuald Wadaye. Le choix a été porté sur Romuald Wadaye parce que les populations aujourd'hui expriment des besoins. Ces populations qui expriment des besoins ne peuvent plus attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne en tant que spectateur pour dire que il est en train de voir d'abord les choses, prendre connaissance des dossiers. Non, nous ne sommes plus à cette étape. Il faut quelqu'un qui soit en même temps disponible. Et celui-là, c'est le ministre d'État Romuald Wadaye qui a pris tout son temps pour être formé et qui est déjà prêt pour l'action. Et nous l'avons constaté, l'espoir qu'il a suscité, je vous ai dit. Donc, autant au niveau de la jeunesse qu'au niveau de toutes les autres couches. Nous avons choisi un candidat et ce candidat
nous a rassurés par sa disponibilité et s'est mis devant la troupe pour que nous puissions remporter le combat. Donc, il n'y a aucun problème et ce critère est le critère le plus essentiel pour nous, c'est la disponibilité. Celui qui serait loyal, bien sûr, au peuple, à travers les besoins que manifeste le peuple, à travers sa capacité de pouvoir résoudre ses problèmes et à travers l'énergie qu'il regorge pour rallier toutes les forces et essentiellement les jeunes dont il a parlé. Pour dire, ceux-là doivent être les porte-flambeaux du processus de développement dans notre pays et continuer dans ce sens pour que le pays soit un pays désormais compté et non un pays non compté parmi les autres nations de la sous-région. Dans l'opinion, certaines voix estiment que le profil du duo désigné, jugé très technocrate, pourrait manquer de maîtrise de la chose politique. Que répondez-vous à ces critiques? Mais ceux-là n'ont rien compris du tout. Ils n'ont rien compris du tout. Un ministre des Finances qui a réussi des projets, qui est avec le président Talon et qui est arrivé à ce niveau, n'a pas une capacité managériale. Je vous dis quelque chose chez nous, on le dit souvent dans la tradition. Les chefs de couvent ont eu à choisir, au cours d'une compétition pour que les couvents participent, ils ont choisi quelqu'un au sein du couvent pour les représenter. Et vous vous levez, vous dites que celui qui est choisi au sein de ce couvent ne connaît rien du couvent. Et que c'est quelqu'un qui n'a pas été initié. Mais c'est totalement faux. Ça. Si les chefs de couvent ont choisi quelqu'un au sein du couvent pour les représenter à une compétition des couvents, il faut savoir que c'est le meilleur initié du couvent. C'est aussi simple. C'est les chefs de partis politiques qui ont désigné Romia Wadaï. C'est les chefs de partis politiques. Ce n'est pas la société civile, c'est les chefs de partis politiques. Donc, les chefs de partis politiques ont déjà compris que celui-là a la capacité managériale de gérer non seulement les compétences et toutes les formes de contradiction au sein des partis, mais il ne fait pas partie officiellement d'un parti politique. C'est vous qui le dites. Qui vous a dit qu'il ne fait pas partie du... Alors, quel est son parti politique? Vous dites qu'il n'est pas parti... Je vous dis, quelqu'un est du couvent, on le choisit, et vous dites qu'il ne connaît pas les couvents. Irénée Agossa, quel est le parti politique du ministre Romia Wadaï? Écoutez-moi d'abord. Oui. Je vous dis, quelqu'un est choisi par les chefs de couvent. C'est les présidents du parti qui l'ont choisi. D'accord. Et vous dites qu'il n'est... Il y a plusieurs partis, il y a 4 partis. Qu'il n'est membre d'aucun parti. Le fait qu'il soit choisi d'abord par les chefs de couvent, c'est qu'il a initié les membres d'un couvent. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est membre d'un couvent. Donc il est membre d'un parti politique. Et quel est ce parti? Aujourd'hui, il n'est plus important pour nous de parler de son parti. Il est candidat de la majorité. Qu'il soit membre de UP Le Renouveau, membre de BR, membre de Moël ou bien membre de RN. En quoi cela est utile pour nous aujourd'hui? Ce qui est utile pour nous, nous sommes déjà entendus pour qu'il soit aujourd'hui le chef de file de la majorité présidentielle en ce qui concerne la compétition qui aura lieu tout à l'heure. Donc, nous avons déjà tous accepté. Il est aujourd'hui membre de tous les partis. Puisque c'est lui qui dirige l'équipe qui va gagner. Donc, le parti auquel il appartenait, c'est déjà fini ça. Nous avons fini cette étape. D'autant plus qu'il a été choisi au nom de tout le monde et il a été investi. Il a été investi d'une mission. De cette mission, là, il est devenu membre de tous les partis. D'accord. Alors, sur le projet de révision constitutionnelle, 2 députés de la majorité parlementaire, Akhenatonde et Hassan Seibou, ont récemment introduit un projet de révision de la Constitution. Pourquoi, selon vous, soumettre une telle initiative dans un climat politique déjà tendu? Aucun climat politique n'est tendu. Quel est le climat politique qui est tendu dans le pays? Parce que Yaïbouni ne veut pas participer à une élection. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi le climat tendu dans ce pays. Nous avons une liste électorale aujourd'hui acceptée par tout le monde. Si vous voulez savoir votre bureau, il suffit de prendre votre portable et de taper. Vous avez votre bureau, le lieu de vote. Est-ce que vous avez vu quelqu'un contester la procédure au niveau des listes électorales?
Ils se sont réunis en temps entre partis de l'opposition, église catholique, tous. Ils ont dit la liste était mauvaise. On leur a donné l'argent. Ils ont choisi les gens. Qu'est-ce que les gens sont arrivés à dire? Que nous avons la meilleure liste de la sous-région. Dynamique. Et une liste qui est conforme, bien sûr, à la transparence dont on a besoin au cours d'une élection. Le pays est calme. Tout le monde est en train de travailler. Et vous dites qu'il y a une situation tendue. Mais c'est vous qui pensez que le pays est calme. Dites-moi là où se trouve la tension. Dites-moi, moi je veux savoir. Ce pays est bien dirigé et sérieusement organisé. Et ça, c'est le résultat des réformes. D'accord. C'est le résultat. On a vu la veille des élections ici en 2016. Nous avons vu la veille des élections ici en 2011. Ça ne s'est pas amélioré. Soyons sérieux. Ça s'est amélioré tout de même. C'est l'effort de vous tous, de nous tous, de tous les Béninois. On s'est battu. On a eu à faire des réformes. On a soutenu des réformes. Et aujourd'hui, nous avons les fruits de ces réformes. Voilà un pays qui se trouve dans une stabilité politique. Aujourd'hui, il y a une clarté politique. Qui sont de ceux de l'opposition, qui sont ceux de la majorité présidentielle, c'est clair. Nous avons maîtrisé au moins le principe, le mal qui nous rongeait, la transhumance. Même si elle n'a pas été totalement bannie, mais elle a été maîtrisée. Aujourd'hui, on sait de quoi il s'agit dans le pays. Nous avons une croissance que tout le monde reconnaît. Nous avons une identité que nous reconnaissons maintenant. Nous sommes fiers d'être un pays du vaudou. Moi, je suis fier quand je vais quelque part, qu'on dit que je suis un pays du vaudou. Parce que je ne suis pas dans l'origine du christianisme. L'origine chez moi, c'est le vaudou. Je suis fier de ça. Et là, on l'a aujourd'hui. Mais alors, la seule crise que vous avez, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a un président, un ancien président, qui dit que la loi, c'est lui. Mais tant que lui ne participe pas, que lui ne veut pas de quelque chose, alors là, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Yahibouni, lui, se lève pour dire que, bon, moi, je ne veux pas de ça, ça veut dire qu'on n'est pas en démocratie. Si chacun de nous va commencer par se lever pour dire que si moi, je ne veux pas de ça, nous ne sommes pas en démocratie, où se trouve alors l'état de droit? Est-ce qu'à chaque élection, il n'y a pas ce scénario-là qui se présente? Est-ce que cela... Il n'y a plus de scénario aujourd'hui. La loi est là pour tout le monde. La loi est là pour tout le monde. Et tout le monde doit respecter la loi. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Donc, la loi est pour nous tous. Quelle que soit ton ethnie, ta religion, tout. C'est tout le monde. Dès que c'est voté, promulgué, tout le monde respecte la loi. Mais pourquoi justement à la veille des élections qu'on introduit je reviens sur votre question. C'est vraiment aberrant dans notre pays. Quand on parle de révision de constitution, tout le monde commence par crier. La Constitution en elle-même a prévu qu'on la révise. À la veille des élections? La Constitution, on n'a pas dit dans la Constitution quand est-ce qu'il faut réviser. Vous avez lu ça dedans? On nous a fomenté de manière à ce que quand on parle de révision de Constitution, tout le monde commence par croire qu'il y a quelque chose qui se trame. Non, on touche à la Constitution quand le besoin se manifeste. On fait un projet de loi ou une proposition de loi quand dans la société, on sent qu'il y a un besoin et qu'il faut résoudre ce problème à travers une loi. Alors selon vous, donc, quel est ce besoin-là? Ici, c'est de chercher est-ce qu'il y a un besoin. Ce n'est pas la période qui est le problème. Est-ce que nous avons un besoin aujourd'hui de toucher à la Constitution sur la base des articles proposés là? C'est ça que nous devons voir. Je suis d'accord avec vous, madame, si nous venons là. Mais dans notre pays, quelles que soient les institutions, quand il y a un problème, et quand on vote une loi, vous devez voir un mouvement. On va voir l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Robert Dossou. On peut aller voir l'ancien président de la Cour suprême, et Batoko, etc., etc. Et ça, c'est courant dans notre pays. Jusqu'à ce que moi, j'ai dit à un moment donné que nous risquons d'avoir ce que j'appelais en ce temps la République des anciens présidents d'institutions. Parce que il y a les institutions du pays. Et quand ces institutions parlent, il faut qu'on suive. Mais malgré ça, on va chercher encore une référence
parmi ces anciens. Je donne un autre exemple. Le président Boni Yayi a commencé par rendre visite au président Rumbedi, président Amoussou, les anciens présidents d'institutions. En quoi c'était anormal? En quoi cela pouvait être un événement? Aller en France, aller aux États-Unis, on rend visite aux autres. Mais ici, quand ça se passe, ça devient un événement. Parce que ceux-là ont une certaine notoriété dans le pays. Ceux-là ont certaine expérience et sont des références. Mais cela, ce que je vous dis là, tout cela se faisait dans l'informel. Donc, il y a un besoin. Il y a un besoin pour régler ce problème. Et que ceux-là qui ont l'expérience, où nous devons les utiliser. On a proposé maintenant qu'il y ait une institution qui les regroupe et qui permette à ce que le dialogue dont ils ont besoin là se fasse de façon républicaine. D'où nous avons pensé avec les présidents de groupes parlementaires de la majorité présidentielle de faire une proposition de loi. Et cette proposition de loi aujourd'hui nous pousse à toucher à la Constitution, à créer une institution qui en fait va regrouper ces valeurs, va regrouper ces hommes d'expérience, va regrouper ces hommes qui en fait sont une référence dans notre pays pour que ceux-là puissent désormais constituer, c'est-à-dire un groupe qui va faire office de conseil de sages. Vous voulez parler du Sénat? Voilà, de conseil de sages. Vous pouvez l'appeler Sénat d'époque, oui, de conseil de sages et régler un certain nombre de problèmes en dehors des rivalités politiques. C'est pourquoi cela ne peut pas être issu d'une élection, d'une tendance électorale. Non, ils ont été désignés par le fait qu'ils soient expérimentés et qu'ils soient capables de donner leur point de vue et jouer le rôle d'une seconde chambre au niveau du Parlement. Donc, qu'il n'y ait plus des lois hasardeuses, que les lois soient bien étudiées et que ces lois puissent avoir le temps d'être examinées par ces hommes expérimentés, présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, les anciens présidents de la République, et enfin, les chefs d'état-major général de l'armée. Alors, qu'est-ce que vous voulez en plus si nous n'avons pas réussi, nous, à avoir un système qui va protéger ce que nous avons eu jusque-là? Parce que non seulement ceux-là vont jouer ce rôle, ils seront désormais les gardiens du temple. Ils vont protéger et conserver pour nous tout ce que nous avons eu comme acquis. Sur le plan de la stabilité politique, sur le plan de l'unité nationale, sur le plan de la cohésion nationale et de l'unité et de la stabilité pour que nous puissions continuer dans le sens du développement. En un mot, je voulais vous dire simplement que nous avons ici proposé à travers nos présidents de groupes parlementaires une institution qui serait chargée de la déontologie politique au sein de la République. Que doit-on réellement comprendre de cette institution? C'est une institution indispensable pour l'équilibre institutionnel de notre pays. C'est une institution indispensable pour la protection de notre démocratie, le processus démocratique. C'est une institution indispensable pour la maîtrise de la maturité de notre processus démocratique. Parce que nous sommes en train de quitter aujourd'hui une étape de consolidation de notre processus démocratique à une étape de perfectionnement du processus. Il faut des gens pour pouvoir guider cela. Et nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que nous sommes un pays en développement. Nous ne sommes pas un pays encore développé. Nous avons besoin de ce groupe de sages pour conduire tout le monde, surtout en matière de déontologie politique. Donc, c'est une institution de stabilité, de maintien d'équilibre et une institution, bien sûr, comme je l'ai dit, qui va être comme ça va se présenter. Ça se présente dans ses missions, le gardien du temple, de tout ce que nous avons eu à réussir depuis longtemps et que nous avons concrétisé
à partir de 2016 jusqu'à nos jours. À supposer que cette institution-là voit le jour, pensez-vous qu'elle puisse réellement jouer son rôle de garant de la stabilité politique compte tenu de sa configuration et du contexte? Oui, le contexte est là. D'abord, nous sentons tous qu'on a besoin de ça. Que ce soit ceux qui sont impliqués, ceux qui sont en dehors, même les médias, vous tous, tout le monde a manifesté ce besoin. Donc, il faut combler ce besoin. Donc, le contexte nous amène à dire qu'on en a besoin. Ici, il n'y a pas une rivalité électorale. Ceux-là ne seront pas d'une couleur politique. Parce qu'ils ne sont pas issus d'une compétition électorale. Donc, quand un dossier ira au niveau du Sénat, on ne va pas dire que la tendance là-bas, c'est la tendance de la majorité présidentielle, c'est la tendance de l'opposition. Non. On a choisi ceux-là compte tenu de leur expérience, de leur capacité à pouvoir aborder les problèmes en tant qu'hommes vraiment expérimentés, qui ont l'intérêt supérieur de la nation et qui ont géré des postes de responsabilité à des niveaux très élevés dans le pays. Et qui ont un certain âge. Il faut voir qu'ils ont un certain âge. Et ceux-là vont pouvoir apporter ce qu'ils ont comme expérience au service du développement du pays. Du coup, nous n'avons aucune inquiétude en matière de leur capacité à pouvoir jouer convenablement leur rôle et assumer les missions qui leur sont bien sûr assignées. Alors, avec les rumeurs de personnalités qui auraient conduit la proposition d'y siéger, n'est-on pas tenté de dire que c'est un projet mort-né? Projet mort-né en quoi? Le besoin est là. Le besoin est là, donc ce n'est pas créé pour un seul ancien. Ce n'est pas créé pour telle ou telle personne, ce n'est pas pour personnaliser les choses. C'est créé pour répondre à un besoin. C'est créé dans un contexte. Si certains ne sont pas prêts aujourd'hui, mais d'autres seront prêts, aujourd'hui, ça peut commencer avec 2 personnes, ce n'est pas un problème. C'est créé pour la République, c'est créé pour les Béninois. Ce n'est pas créé pour telle ou telle personne, non. Donc, quelle que soit la position de certains, qu'ils soient membres de droit, etc., qui en parlent, bon, ils sont libres. Parce que d'ailleurs, vous pouvez être membre de droit et que vous refusez, même, moi je soutiens ça, que vous refusez de siéger. Vous refusez de siéger. Vous avez en France, par exemple, les anciens présidents sont d'office membres du Conseil constitutionnel. Mais les anciens présidents ont le droit d'accepter ou non. Nicolas Sarkozy a dit non, il ne siège pas. François Hollande a dit non, il ne siège pas. Il est encore député à l'Assemblée aujourd'hui. Donc, chacun a le libre choix plutôt à lui de dire je choisis ou je ne choisis pas. Donc, c'est clair. Mais il y aura désormais une clarification. Vous avez vu récemment, le président Boni Yayi a été chez le président de la République et dit que je vais, moi, en tant qu'ancien président de la République. Je ne le fais pas en tant que président de parti. Cette confusion va disparaître. Parce qu'on va créer désormais un cadre pour les anciens présidents. S'il ne veut pas être membre de ce cadre, c'est qu'il a choisi à continuer sa vie politique. Et il serait traité en tant que tel. Au lieu de mélanger les choses, le genre, il est ancien président, en tantôt, il est président de parti. Non, 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 non. Donc, ce projet n'est pas mort-né. Même si ce n'est pas voté aujourd'hui. Moi, je soutiens ce projet parce que simplement, j'avais pensé à ça. Il y a 15 ans, moi, j'avais déjà pensé à ça pour dire qu'on ne peut pas avoir des anciens présidents d'institutions dans notre pays et les laisser comme ça. Parce que la culture africaine donne une valeur à ces anciens. Moi, je ne suis pas de la culture française. Je ne suis pas dans la culture judéo-chrétienne, je vous ai dit. Je suis de la culture traditionnelle chez nous, dans nos familles. Les anciennes personnes sont consultées. C'est la même chose que nous devons voir au niveau de l'État. Moi, j'avais proposé ça depuis. C'est pourquoi je me sens vraiment à l'aise en défendant ce projet. Même si les députés actuels ne disent pas, ne voient pas l'opportunité et ne votent pas, le prochain Parlement, moi, je vais tout faire pour que le prochain Parlement, la première chose à faire, c'est de voter. Et nous allons savoir parmi nous aujourd'hui, s'il y a des gens qui votent contre, nous allons savoir ceux qui, en fait, parmi nous, n'étaient pas dans la logique réelle de la continuité et de la consolidation de ce qui se passe dans le pays. C'est pas grave. C'est juste
une période pour clarifier les choses. Donc, ce n'est pas un projet morné, c'est un projet qui va continuer. Parce qu'il est indispensable pour la cohésion nationale et l'équilibre des institutions dans le pays. D'accord. Avec sa configuration, on y retrouve des anciens chefs d'État, des anciens présidents des institutions et même des chefs d'État-major. Oui. On est en train de mélanger la sécurité et la politique. Non, eux ne viennent pas pour la politique. D'abord, les chefs d'État-major, ils sont déjà à politique. Si vous êtes chef d'État-major, vous êtes déjà à politique. Donc, quand ils viennent dans une structure, c'est que la structure est à politique. Eux, on n'a même pas besoin de leur exiger quelque chose. Parce que leur fonction leur exige déjà, au niveau de la Constitution, qu'ils soient apolitiques. Donc, mais ils se retrouvent dans un espace où sera discuté des questions politiques. Mais des questions d'intérêt national. Des questions politiques d'intérêt national. Ce n'est pas une question politique. On veut choisir qui pour être président, on veut choisir qui pour être membre de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ça, hein? C'est pas ça qui serait discuté là-bas. Ce qui serait discuté là-bas, c'est les questions d'intérêt national. Et c'est les questions qui vont nous permettre de continuer dans l'équilibre. C'est ça. Donc, la présence des chefs d'état-major n'a rien d'incompatible avec cette institution. Parce que l'institution même déjà est apolitique. Parce qu'il n'y a aucune rivalité politique qui a permis... C'est vous qui le dites. Non, c'est apolitique parce que aucune élection n'a conduit ceux-là à être désignés membres. Non, c'est clair. C'est apolitique. Mais on sait tous qu'ils sont des hommes politiques. Des hommes politiques, mais qui ne sont pas partisans. Vous ne pouvez pas être partisan et être membre de cette institution. Non. Vous ne pouvez pas être partisan. Vous avez vu, le président Talon a dit récemment que bon, dès que lui va finir, certainement qu'il va se retrouver quelque part avec l'ancien président Boni Yayi et ils vont discuter de leurs problèmes. C'est normal que dans ces cadres-là, que les gens échangent. Hein? Donc, il n'y a rien de politique qui va intervenir là, de manière à ce que l'institution soit influencée par un courant politique. Non, l'institution va gérer les problèmes et est au-dessus de toute rivalité politique. Toute rivalité politique. Et cette institution est indispensable pour nous conduire, hein, patiemment et sûrement, et en prenant toutes les précautions, et qu'on aille vers le développement. Le développement n'est pas facile. Le développement n'est pas une chose facile du tout. Prenez la décision chez vous, à la maison, de construire une maison. Si vous n'en avez pas encore, avec votre mari, prenez la décision de construire. Prenez la décision de prendre une voiture. Prenez la décision de vous moderniser, de quitter une étape matérielle à une autre. Que les gens puissent vous apprécier. Vous allez voir que ce n'est pas facile. Vous allez voir que ce n'est pas facile. Vous devez rompre avec des habitudes. Vous devez maintenant vous adapter à des comportements. Et vous devez être plus sage. Et là, vous allez voir que vous avez besoin des gens qui vont vous encadrer. D'autres ont besoin des appuis spirituels. Vous se donnent à des religions. D'autres ont besoin des appuis au niveau des familles, et le chef de famille, etc. C'est ainsi qu'un pays en marche vers le développement a besoin d'être encadré. Et nous avons besoin de cette institution. C'est important. Donc, nous en avons besoin. C'est un besoin clair qui s'est manifesté donc, et qui doit être résolu. Je pense que, quel que soit ce que nous allons dire, hein, le développement de ce pays a besoin de ça, a besoin d'un système qui va être cohérent. Et la cohérence de ce système doit être gérée par un tel type d'institution. On va aborder la deuxième phase de cette émission. On va discuter à présent de la sortie du président Patrice Talon. Vous l'avez tout à l'heure ébauché. L'ancien président Boni Yayi a accusé dans une déclaration Patrice Talon d'être une force invisible de nuisance qui est portée atteinte à leur projet de participation aux élections générales aux élections présidentielles de 2026, le président Patrice Talon, lors de sa dernière sortie diffusée sur la SRTB, a balayé d'un revers de main ces allégations. Qui croire parmi ces deux personnalités selon les faits qu'il s'offre à nous? Moi, j'ai été
pas victime, mais je connais le président Bouni-Yahi, puisqu'en 2021, j'ai été candidat. Je connais le président Bouni-Yahi. Non seulement j'ai travaillé sous lui, mais j'ai été candidat en 2021. Je sais de quoi il s'agit. Vous savez, la situation ici est comme une femme qui ne sait pas danser, mais qui dit que c'est à cause de ses seins. Quand tu as les seins, est-ce que vos seins vous empêchent de danser? Bon, moi, je sais pas. Et non, il a on dit ça en fond. Si tu ne sais pas danser, dis que tu ne sais pas danser. Maintenant, tu as dit que c'est à cause de tes seins que tu ne sais pas danser. Ça veut dire quoi? Si on sait danser, on sait danser. Si le président Yahi ne connaît pas la politique, ne sait rien, il n'a qu'à savoir que ce n'est pas son domaine. Il n'a qu'à rester dans son domaine pour être pasteur. C'est fort, hein? Eh oui, il n'a qu'à être pasteur. Là-bas, peut-être il est bon. Mais ici, là, il ne faut pas qu'il dise que ça c'est pas, c'est l'autre qui me fait ça, c'est l'autre qui fait ça. Non. Avant de parler de l'autre, qui a traversé le fleuve et qui est de l'autre côté, il a atteint l'autre rive. Et toi, tu es ici. Faut prendre tes précautions. Nous, on avait choisi très tôt notre candidat. Et eux, ils ont critiqué. Alors, on leur a imposé ça. C'est parce que c'est le chef. Eux, là, ils sont incapables de choisir entre eux le candidat. Incapables. Ils sont incapables. C'est parce que le président Bouni-Yahi ne veut pas assumer sa responsabilité. Est-ce que c'est... Tu as eu tes députés en 2021. On n'avait même pas de parrainage. Moi, j'ai été candidat. En ce temps, déjà, il disait que c'est Talon qui nous a créé. On n'avait pas de parrainage. On devait aller prendre le parrainage chez les députés de la mouvance. Ce que moi, j'ai fait. Et que je ne regrette pas. J'ai fait. Parce que j'avais les compétences. Parce que je suis un bon manager. Je suis un bon négociateur. Je l'ai fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le président Bouni-Yahi a dirigé dans le parti? Il a dit de m'exclure. Parce que lui ne voulait pas participer aux élections. Vous allez voir la constante maintenant. Hein. Laissez-moi finir la démonstration. Alors, ils ont dit non, que moi j'ai trahi, etc. Des conneries. Hein. Vous n'avez pas de parrain. Et alors, moi j'ai été chercher le parrain pour le parti. Vous avez dit non. Et vous êtes resté là. Vous n'avez pas participé. Parce que vous n'avez pas participé, vous dites qu'on ne vous a pas permis de participer. Mais vous n'avez pas de parrain. Et vous refusez de discuter avec ceux qui ont de parrain. Vous dites que c'est ceux que vous avez choisis, c'est ceux-là que les autres vont parrainer. C'était en 2021. En 2023, aucune loi. C'est ce que le président dit, hein, le président Talon. Et suivez-le. En 2023, aucune loi n'a changé. Oui, puisque lui veut maintenant. Le président Yahi Boni veut. Ils sont venus. Ils ont eu enfin 28 députés. Avec les 28, ils auront un candidat. La loi a prévu que vous pouvez signer des accords. Ils ont dit que c'est le diable, le président Talon. Si tu discutes avec lui, c'est le diable. Donc même les forces de l'opposition, telles que FCBE, qui avait cette force a au moins 8 ou bien, je ne sais pas, 7, mais plus les 28, vous voyez ce que ça lui faisait? Il dit non, parce que lui, il a mis dans le principe politique l'ennemi. C'est ce que le président Bouni-Yahi lui croit. En politique, lui croit que l'autre, quand on est opposant à quelqu'un, c'est que tu es son ennemi, il faut l'abattre. C'est faux. Il ne connaît rien en politique. En politique, on n'a pas d'ennemis. On n'a que des adversaires temporaires. Parce que c'est des visions qui vous séparent. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé ses 28 députés avec lui. Maintenant, il a 28 députés. Il a maintenant lui-même le parrainage. Ce n'est plus 2021. Il a mis bus, on les a mis, ils ont chanté hymne national. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu s'entendre entre eux. Ils n'ont pas pu s'entendre entre eux pour avoir un candidat. Ils allaient venir vers nous pour qu'on puisse leur imposer le candidat comme ils disaient non. Ce n'est pas plus avantageux. Au lieu de ne pas avoir le candidat, ils allaient venir vers nous pour dire, mais comment vous arrivez à imposer les candidats chez vous? Et on allait leur dire comment on fait. Madame la journaliste, voyez clairement là où se trouve le problème. Aujourd'hui, ils ont parrainage, ils n'ont pas pu. En temps, ils n'ont pas parrainage, ils n'ont pas pu. Le mal, c'est quoi? La constante, c'est quoi? C'est les acteurs qui sont là. Le contexte a changé, mais les mêmes acteurs, les mêmes problèmes se trouvent là. Parce que le président Bouni-Yahi, pour lui, Talon est un ennemi. Il ne sait pas qu'en politique, c'est une question d'adversité par rapport aux visions de développement. La vision, c'est par rapport aux problèmes qui se posent dans le pays. Comment créer l'emploi? Comment faire ça? Etc. C'est ça. C'est par rapport à ces idées que vous avez des divergences. Si l'un a un point qui ressemble à l'autre, on s'entend
pour pouvoir discuter. Pour lui, ça n'existe pas. C'est ça le problème. Et il se prend pour la référence d'une démocratie. Quand lui, quelque chose ne lui plaît pas, ça veut dire que nous ne sommes pas en démocratie. Quand ça lui plaît, nous sommes en démocratie. C'est faux. Personne ne lui a créé de problème. C'est lui, par son incapacité de gérer son groupe, aujourd'hui, n'a pas de candidat. Son incapacité de se mettre dans un dialogue politique. Dans un dialogue politique, se retrouve absent, bien sûr, de la compétition. C'est nous qui avons dit à son candidat de dire que lui ne fait plus la politique. C'est le candidat a été déçu. Et le candidat a dit que c'est quelqu'un de talent, etc. Le candidat a dit que c'est issu d'un dysfonctionnement. Les députés qui ont démissionné après, ils ont dit que c'est issu d'un dysfonctionnement. Tous ces députés que vous voyez là, en 2021, me tassaient de traite. C'est ridicule. Et je leur avais dit, comme vous êtes en train de soutenir le mal là, le mal va vous envahir un jour et vous-même, vous allez avoir le comportement. Vous savez, quand il y a une situation, le président Zissou me l'a dit, paix à son âme. Il dit, il ne faut jamais réagir, mon fils. Il faut prier Dieu pour être vivant. Tout va se passer devant toi. Moi, je suis vivant là. C'est eux qui m'ont tracé de traite là. Et aujourd'hui, les autres les tassent aussi de traite parce qu'ils n'ont pas en son temps dénoncé le mal. Le mal était là. Yahibouni était un fétiche qu'on respectait. Or, en République, il n'y a pas de fétiche. Il était la loi. Il était la vision. Il est l'action, le programme d'action. Il est tout. Non, c'est faux. On n'a plus besoin de ces partis politiques. On a besoin des partis politiques aujourd'hui qui répondent aux principes démocratiques et qui sont en règle avec la République. Alors, les partis politiques, entreprises privées n'existent plus. Et ça ne va plus exister. Vous rejoignez le chef de l'État qui dit qu'il n'y a pas lieu d'indexer la réforme du système partisan. Le système partisan a totalement réussi. C'est le système partisan qui lui a permis d'avoir 28 députés. Les députés qu'ils ont là, c'est les députés du système partisan, non? Les lois n'ont pas changé. Nous avons réussi le système partisan. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que combien? 2 duos. S'ils étaient, eux, disciplinés, on aurait 3 duos. Et pour les élections communales et législatives, on a combien de listes? À peine 4 ou 5 listes. Entre-temps, on avait 20 et quelques listes. Aujourd'hui, nous avons une clarté politique. Vous, là, si on vous dit honnêtement, déjà pour 2026, vous savez déjà pour qui vous allez voter. C'est ça la démocratie. Moi, je ne le sais pas. Donc, vous savez, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a une transparence aujourd'hui. Il y a une visibilité. Vous savez au moins combien il y a. Et quels sont les bords des gens? Vous savez ça? Vous pouvez ne pas le savoir tout de suite pour qui voter, mais vous n'aurez aucun problème pour aller faire le choix. D'accord. Parce que vous avez plus une visibilité. Moi, mon enfant, j'ai mon Benjamin qui vient d'avoir 18 ans. Il a eu 18 ans, donc, compte tenu du calendrier électoral, on lui a déjà annoncé qu'il serait électeur. Et il a eu 18 ans dans la semaine, et il est venu me voir, papa, pour dire, mais il m'a dit pour qui il va voter. 18 ans, il a eu 18 ans. Il m'a dit, quand il a dit, je vais voter, il dit, papa, je vais voter telle liste au législatif. Et je vais voter tel candidat à la présidentielle. Donc, aujourd'hui, il y a une lisibilité. Il y a une lisibilité. Et il a fait débat avec moi sur les listes. Il m'a posé des questions. Déjà à 18 ans. Donc, nous avons fait en sorte que, avec la réforme du système partisan, que la participation citoyenne soit élevée. Qu'aujourd'hui, les gens puissent avoir la possibilité de débattre et de changer sur leur choit. Justement, donc, nous sommes totalement dans une logique du système qui a marché. Donc, concluons pour l'accusation du président Boni Yayi. Ce n'est pas une accusation. Le président Boni Yayi n'a qu'à supporter et accepter, vraiment défendre désormais ses choix politiques. En politique, quand on fait des choix, on les supporte. Et quand, dans un système, tu fais des choix et que tu n'assumes pas, tu n'es plus libre. Parce que la liberté rime avec la responsabilité. Madame, là où vous êtes aujourd'hui, je suis libre et tu es libre. Nous sommes tous libres. Mais quand je vais vous gifler là, je suis libre de le faire. Mais dès que je vais vous gifler, je ne suis plus libre de la suite. Ah, mais je dois supporter. Parce que
je suis libre de vous gifler. Mais il y a dans le pays des lois. Dès que je vais vous gifler, je vais assumer l'acte que je viens de poser. Il faut simplement dire au président Boni Yaye que c'est la vie qui est comme ça. Donc, dès qu'on pose un acte, dès qu'on fait un choix, on l'assume. Et surtout quand on est à un certain niveau de responsabilité. On ne dit pas que c'est l'autre qui a fait que on fait cela. Ceux qui lui ont créé de problèmes, ce n'est pas le président Talon. C'est ceux qui ont dit chez nous, au dado à moyen de frigo ma kendo tout temps. Mieux normalement à fotonto le ronto. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Le chef de famille, quand il pète, prend à la maison, personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais puisqu'il est habitué, il est en public, il croyait que c'était pour péter. C'est l'excrément qu'on voit sur son paille. Et tout le monde a commencé par crier, puis c'est les mouches ont commencé par l'envahir. Mais c'est là qu'il a commencé. Donc, qui sont ceux qui lui ont créé de tort? C'est ceux qui ne l'ont pas dit au début. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Au moins, c'était à la maison. On ne fait pas ça. Puisqu'ils l'ont habitué à faire ce qu'il veut. C'est ainsi que le chef n'a pas su limiter les dégâts et ils se sont retrouvés là où ils sont. Et s'ils ne savent pas faire, je vous dis encore quelque chose. Le fétiche qu'il veut, qu'il soit mis à nu, c'est le fétiche qui demande que pour l'installer, il faut le mettre au point de chute de l'eau de la gouttière. Quand on met Kota là, comme l'eau tombe là, le fétiche dit de le mettre là. Il suffit qu'il pleuve. Quand il va pleuvoir là, le sable qui est autour de lui là va disparaître. On saura ce qui est en bas. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec le président Boni Yaye. Il s'est mis au point de chute de la gouttière. Il pleut. On a fini par savoir ce qui est en dessous. Parce que vous savez, les pluies, ce que ça veut dire, c'est les élections successives. Et à chaque élection, on voit. Puis c'est lui-même qui s'est mis là. Et on a fini par voir ce qui est dessous. Rien ne concerne le président Talon. Rien ne concerne le président Talon. Je vous en prie, j'ai été candidat en 2021. Et je sais de quoi. Je suis un acteur de l'histoire politique de ce pays. Donc je sais de quoi il s'agit. Et je peux vous dire que c'est à son niveau. Lorsque dans sa déclaration, le chef de l'État pointe du doigt son successeur en disant que les événements qui se sont passés en 2019, Boni Yaye est le seul responsable. N'est-ce pas une manière d'accuser ou de penser que la personne est responsable? S'il n'est pas responsable, pourquoi il a accepté l'amnistie? Pourquoi il a accepté qu'on vote l'amnistie au Parlement? Vous n'avez rien fait. Bon, pourquoi on a voté l'amnistie pour annuler les charges contre tout le monde? Non? Faut dire non. Vous n'avez pas vu Nicolas Sarkozy en France? Il dit je ne suis pas responsable. On lui a proposé, le président de la République a proposé qu'il va lui accorder une facilité en prison. Il dit non, je l'assume. Ça c'est un homme d'État. Le Parlement est prêt à voter l'amnistie pour lui. Il dit non, je l'assume. Je ne vais rien. Si je suis fautif, qu'on aille m'emprisonner. C'est ça un homme. Et devant Dieu, il serait sauvé. Ce n'est pas l'hypocrisie. Quand tu poses un acte, il faut l'assumer. Il n'est pas responsable et il y a une loi d'amnistie. Pourquoi? Vous voulez savoir qu'il y a une loi d'amnistie qui a été votée? Bien sûr. Ah bon? Alors, mais pourquoi le président allait dire non, je ne suis pas responsable. Mais pointer du doigt comme ça en public, c'est facile à pousser le président Talon au bout. En quoi faisant? En continuant de dire ce qu'il a dit. Et le président Talon, c'est que lui, il est en train de finir. Et le président Yaye Boni n'aura même plus d'adversaire d'ici 6 mois. D'ici 6 mois, il n'aura plus, le président Talon ne serait plus là. Il va dire maintenant que c'est le président qui serait élu. Puis ou c'est Wadayi, ou c'est Paul Humpé. Donc, il va dire maintenant que... Donc, en ce temps, il va commencer par dire que c'est Paul Humpé, c'est Wadayi qui m'a créé des problèmes. L'autre voulait vider ça avant de partir. Il voulait vider ça. Et l'institution qui serait créée va permettre à ce que ces problèmes-là ne soient plus un problème républicain national. Non. L'institution-là va régler le problème de ces anciens-là, les problèmes personnels entre eux. Ils vont discuter en présence des autres responsables et nous n'allons plus avoir ce problème. Ce n'est pas eux seuls qui ont commencé dans ce pays. On avait la rivalité, je ne sais pas si vous avez suivi pour votre âge, la rivalité Kérékou-Soglo. Oui. On avait la rivalité Kérékou-Soglo, c'était la même ambiance, mais Kérékou était plus sage. Kérékou est resté dans son coin. Kérékou, lui, il a maintenu ses sagesses, ce qui a fait que ça n'a pas eu trop d'impact.
Imaginez un instant, quand Yahi Boni était président, que Kérékou soit président de parti, et président de quel parti? Du parti d'opposition face à Yahi Boni. Est-ce qu'il peut avoir un député au Parlement? C'est ça la sagesse. Kérékou a vu que ce n'était pas utile. Et lui, il a pris de la hauteur. Et c'est ainsi qu'on assume. Et il a assumé jusqu'à sa tombe. Lui, il a fait un choix. Je suis d'accord, il est libre de faire ce choix. Mais ce que moi je dis à son niveau, et que je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il ne veut pas assumer. Il dit que c'est l'autre. C'est l'autre qui a fait que je suis comme ça. Non. C'est parce qu'il a mal géré son parti. Et c'est parce que lui-même, il est sectaire. Il est incapable d'animer le dialogue que là, il y a des problèmes. Oui, est-ce que c'est pas ce que ça dit dans l'opinion que la réforme du système partisan a été taillée sur mesure? Parce que le parti n'a que juste les 28 députés. Même s'il avait 28 députés, le même test a dit que si tu es à ça, qu'il faut signer des accords. C'est le même test. Pourquoi il a tout diabolisé? Oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire, selon vous, que le président Boni Yahi refuse la main tendue du chef de l'État? Parce que lui, il a diabolisé les principes politiques. En politique, il n'y a pas d'ennemis, je vous ai dit. En politique, il n'y a pas d'ennemis. Suivez partout dans le monde. Vous allez voir que ceux qui se sont engueulés aujourd'hui, demain, ils s'entendent. Parce que simplement, c'est une question de vision. Moi, j'ai vu que le truc là peut se passer comme ça. Toi, tu as dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais enfin, c'est toi qui as raison. Si c'est toi qui as raison, alors je viens vers toi de façon humble. C'est ça la politique. La politique, c'est pour les humbles. C'est pour les hommes qui s'aiment. Ce n'est pas un milieu d'ennemis, de haine. Quand tu amènes la haine en politique, tu en souffres. Mais il faut laisser la question de Boni Yahi. Vous savez, c'est un homme au village et chez nous. Quand il se marie toujours, les femmes l'abandonnent. Lui, il ne fait que dire que la femme, si elle n'a pas volé, elle s'est prostituée, elle s'est une femme, 2 femmes, 3 femmes. Oh! Et je me souviens, il y avait une réunion, ma maman était là, le chef, et on lui a dit, est-ce que toi-même, tu ne vas pas te remettre en cause un peu? Quand on vient chez toi toujours, quand une femme vient chez toi, c'est tout un problème. Va te remettre en cause. Que le président Boni Yahi aille se remettre en cause un peu. C'est lui qui est toujours victime de tout. Il n'a qu'à se remettre un peu en cause. Mais donc, c'est simple, ne revenez pas sur ces problèmes-là. Il n'y a pas de problème. Après 2026, le Bénin doit-il vivre autre chose que Talon Yahi d'ici le président Talon? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est 6 mois, je vous ai dit, c'est terminé. Le président Boni Yahi, il a 6 mois de truc là, c'est fini. Bon, je vous ai dit tout à l'heure. Il va dire ce qu'il dit là par rapport à Paul Humpé ou à Wadaï. Non, ça va s'arrêter. Dans 6 mois, c'est terminé. Et on a créé un creuset pour qu'il puisse discuter. Même s'il n'est pas d'accord, il dit qu'il n'est pas d'accord, il ne veut pas entrer dedans, ce n'est pas grave. Mais dans 6 mois, il n'aura plus en face de lui le président Talon. Je pense que ça va le calmer maintenant. Et le pays va évoluer. Donc, après eux, après le président, on n'en aura plus. C'est fini. Alors, ce creuset dont vous parlez justement met l'accent sur la trêve politique. Oui. Est-ce que ne va-t-on pas vers une sorte de régime à pas unique au nom de la stabilité? Non, il n'y aura pas de régime dictatorial ou bien un régime à sens unique, donc c'est faux. Quand nous finissons les élections, il faut désormais qu'il y ait cette trêve. La trêve, c'est quoi? La trêve, c'est simplement que nous ne nous lançons plus dans les rivalités électorales parce qu'on a fini les élections. Que chacun s'occupe désormais de le développement du pays. Cela ne veut pas dire que le parti politique financé par le contribuable, puisqu'ils reçoivent les subventions de l'État. Donc l'État ne peut pas prendre une loi pour dire qu'une trêve, ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité politique. Non. C'est pour réglementer. Et si vous suivez la loi dit que ceux qui vont gérer cette trêve, c'est les membres du Sénat, qui sont au-delà des rivalités politiques. C'est-à-dire quoi? Vous posez maintenant les problèmes du pays. Vous discutez des problèmes du pays. Exemple, il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce que tu proposes désormais? Parce que au cours des élections, chacun de vous a fait une proposition pour qu'on crée l'emploi. On a choisi un côté. Donc, vous êtes d'un côté. Vous n'allez pas rester en rade. On vous dit de continuer à proposer, d'avoir une possibilité de discussion avec ceux qui ont gagné. Pour qu'on aille vers une union des forces. Nous sommes un pays en développement.
Nous n'avons pas fini notre développement. Il faut qu'on continue. Et je vous ai dit au début, ce n'est pas facile. Il faut qu'on se batte. C'est ça la période de trêve. La période de trêve, c'est une période qui veut finir avec la chamaille politique, avec le désordre partisan. Non, on veut finir avec ça. C'est seulement les deux là. La chamaille politique, le désordre partisan, on dit non. Mais nous nous occupons désormais des problèmes du pays. Les populations nous attendent. Les populations ne vont pas voir leurs problèmes se régler à partir des chamailles, à partir des problèmes de haine, de Yaïboni, de Danon. Est-ce que c'est ça qui règle le problème de manque d'eau dans un village? Non, on dit on veut finir avec. Comme on va créer cette institution où ceux-là seront dedans, alors on permet à ce que les partis politiques puissent traiter des problèmes du pays. Et que nous soyons dans cette logique. Moi, j'avais pensé à ça. Et à mon groupe, on avait pensé à ça. Je vous ai dit que nous, on avait pensé, c'est pourquoi moi, je suis à l'aise. Nous avons dit, pour que cela marche, il faut quelque chose que nous avons appelé en son temps le coefficient institutionnel parlementaire, ou bien précisément ici, le coefficient ministrable parlementaire. C'est-à-dire, quand nous finissons les élections législatives, on proposait aussi une trêve comme ça. Quand nous finissons les élections législatives, celui qui a l'élection présidentielle, tout comme c'est regroupé maintenant, alors la compétition s'arrête. Le président de la République forme son gouvernement à partir de la configuration du Parlement. C'est-à-dire à partir du choix qui a été fait par le peuple. Puisque ce qui s'est fait au Parlement, c'est le choix qui a été fait par le peuple. Donc, s'il veut former son gouvernement, il tient compte des forces politiques en présence au Parlement, qui a été choisies par le peuple. Du coup, il va chercher un coefficient ministrable parlementaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le nombre de députés divisé par le nombre de ministres, et ça donne un coefficient. Le parti politique qui a réuni ce coefficient, ce parti a droit à un ministre. S'il réunit ce coefficient fois 2, donc il aura 2 ministres, ainsi de suite. Ce qui permet bien sûr aux forces qui sont présentes au Parlement d'être en action. Et quand vous êtes en action, dans l'action de l'exécutif avec le président, vous n'êtes plus en compétition. Vous n'êtes plus en compétition pour dire qui serait élu. Vous êtes plutôt en compétition dans le cadre de la satisfaction des besoins des populations. Donc, c'est une trêve politique. Nous, on avait déjà pensé, c'est pourquoi je vous dis que moi, je suis tellement à l'aise à défendre le dossier. Donc, ce n'est pas une manière de contrôler les activités des partis politiques. Nous en avons besoin pour évoluer. Ce n'est pas une manière de contrôler les activités. Non, c'est faux. Quand vous allez dans les pays développés, deux partis qui ne se tentent pas du tout sur la ligne se mettent ensemble pour gouverner. Mais ça ne veut pas dire que l'un maîtrise l'autre. C'est faux. Aujourd'hui, vous avez vu en France, le président Macron n'a plus la majorité absolue. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de gérer avec les forces en présence. Mais quand il avait la majorité absolue, il gérait avec ses forces seules. Mais maintenant, il est tenu de discuter avec les autres forces. Mais ce n'est pas parce que les autres forces se mettent ensemble pour discuter avec les forces qui sont avec lui, qui veut dire que les forces qui sont avec lui sont en train de gérer les autres partis. Non, c'est faux. C'est très faux. Ici, il faut qu'on aille jusqu'à ce point. Et c'est quoi? C'est ça qui permet le dialogue politique. C'est ce que je dis aux gens, à tous ceux qui parlent d'assises nationales. Vous n'avez même pas pu dialoguer au sein de votre parti pour désigner un candidat. Et vous voulez maintenant assise nationale. Donc, vous ne pouvez même pas vous-même vous entendre et avoir un candidat. Vous ne pouvez pas gérer 28 personnes pour que les 28 personnes s'entendent pour désigner quelqu'un. Et vous voulez maintenant résoudre les problèmes à travers l'assise nationale. Il faut apprendre à dialoguer en son sein. Et pour ici, la loi nous impose à ce que le dialogue national soit une culture. Donc, dès que vous finissez les élections, vous entrez dans un dialogue permanent. C'est fini la chamaille. Dialogue permanent pour que nous puissions ensemble construire notre pays. C'est ça. Et c'est ça ce que nous on a dit au niveau du coefficient ministériel parlementaire. Donc, nous on a dit que cette loi, même si elle est votée, nous allons continuer le combat pour qu'on aboutisse au coefficient ministériel parlementaire de manière à ce que celui qui a échoué, qui n'a pas été élu président, mais qui a eu peut-être, supposons, 45% de voix, et que l'autre a eu 55%. Pourquoi il faut oublier totalement celui qui a eu 45% de voix? Il faut lui permettre de gérer, d'être dans l'action. Il ne faut pas qu'il passe son temps, le temps facile à dire, il fait mal, il fait bon. Il aura le temps de la chamaille. Il faut qu'il soit à l'œuvre.
Notre pays a besoin que nous soyons tous ensemble pour pouvoir construire. Donc, et ça, le président, si vous l'avez suivi, il a dit qu'il faut ça. Et que le challenger et son challenger en 2016 est aujourd'hui en train de travailler avec lui. Moi-même, j'ai été candidat contre lui en 2021, mais je travaille aujourd'hui avec lui. C'est ça. C'est ainsi qu'on va construire un pays. C'est ainsi qu'on va construire un pays. Donc, il n'y a pas de dominance, etc. Mais c'est une manière de nous mettre ensemble. Il faut finir avec le Bénin de la haine, ma chère. Comme dans nos familles et partout. Quand on se met ensemble, c'est pour détruire au Bénin. Quand tu les vois en train de discuter ensemble, là, c'est pour chamailler, détruire. Mais quand il s'agit de construire, on ne se met pas ensemble. Exemple, je finis pour vous dire. Vous savez, parmi nous, les gens de ma génération, nous tous, on a une maison, on a nos maisons, on a tout. On est capable de se réunir et faire quelque chose. On a initié rapidement un projet entre nous. Et chacun de nous devait déposer 1 million, 1 million. On n'a pas pu. Ce projet, c'était sur la route des pêches là. Ils m'écoutent, ceux qui ils savent bien ce que je dis. Et brutalement, on a un ami qui a perdu sa femme. Et nous devons cotiser pour lui donner. Et chacun, on a décidé de donner 500 000, 500 000. Tout le monde a donné 500 000, 500 000 pour aider le monsieur, notre collègue qui a perdu son épouse. Ça veut dire que les moyens sont avec nous. Hein. Mais quand il s'agit du malheur là, on a été agressé. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire chose là. Quand on a été chez le monsieur, il était à l'aise. Il était bien, nous a bien accueillis. On a dit 500 000, 500 000. Vous savez, quand on a fini, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, quand on a été là, il ne pleurait pas. Comme il ne pleurait pas, est-ce que ce n'est pas lui qui a tué sa femme? Etc. Difficilement, il voulait donner les 500 000. Or, si nous cotisons 500 000, c'est pourquoi? C'est pour qu'il ne pleure plus. C'est pour l'assister. Donc, si on est allé le voir et qu'il ne pleurait pas, on devait être content, non? Le Béninois n'aime pas voir l'autre content. En fait, il cotisait pour le malheur de l'autre. Nous avons eu la capacité de cotiser. Parce que c'était pour supporter le malheur. Mais quand on va cotiser le double de ça, pour construire, on n'a jamais eu le temps. Jamais on n'a pu le faire. Donc, les Béninois ne sont pas capables de se mettre ensemble pour construire. Il faut que la loi les oblige. Alors, parlons de la mobilisation de la base électorale. Quelle action concrète menez-vous pour renforcer votre base militante et convaincre les électeurs aussi bien à la base que sur l'ensemble du territoire national? La première des choses, c'est d'installer les structures partout. Vous ne pouvez pas être capable de mobiliser la base sans que vous n'installez vos structures partout. Et c'est ce que nous avons fait, nous, à UP Le Renouveau. La première des choses, quand le président Diogbenou est venu, c'est d'installer les sessions, les sous-sessions, les cellules, partout, ce que nous avons fait. Et dès que vous installez tout, vous les écoutez. Vous allez les écouter. Et dès que vous les écoutez, vous élaborez maintenant un programme d'action en tenant compte de votre vision par rapport aux besoins que les populations ont manifestés. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ainsi que nous les avons mobilisés. Et c'est ainsi que nous avons pu choisir les militants capables de défendre notre vision à la base face aux problèmes que posent les militants et que nous avons eu la facilité de constituer nos listes partout. Les 3000 et quelques listes candidats que nous devons déposer, nous les avons déposés. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas. J'ai appris qu'il y a des partis politiques qui sont, c'est mon cousin, qui sont en train de donner de l'argent aux gens au village. Vous allez rire fatigué. Il y a mon cousin au village, on lui a donné 20 000, un parti, pour qu'il constitue un dossier. Le pauvre, comme lui, son enfant avait un problème de scolarité, il a été payé l'argent dedans. Le reste, il a bouffé. Les types sont venus le voir pour dire, mais où est le dossier? Il dit, mais moi je suis membre du UP Le Renouveau. Vous ne savez pas que les tests sont interdits. Un membre de parti ne peut pas aller faire pour l'autre parti. Ces partis-là n'ont qu'à aller se reposer. Donc les préparatifs s'avancent bien à votre niveau. Chez nous, nous n'avons aucun problème. Nous avons toutes nos structures en place. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout. Nous avons pris le temps de le faire et de former toutes nos structures pour que les structures soient là. Et les structures savent ce qu'on appelle aujourd'hui UP Le Renouveau. On posait leurs problèmes et nous avons ceux qui peuvent nous permettre de porter leurs problèmes à des niveaux de décision. Ceux-là sont des candidats. Et nous avons aussi, au niveau du sommet, ceux qui peuvent alors serrer et arbitrer entre les gens qui sont de même
et compétences et nous avons abouti à nos listes. D'accord. Une dernière question, y a-t-il une once de chance ou plutôt un risque pour votre candidat de voir le duo FCBE lui coiffer au poteau la victoire au soir des élections Une présidentielles? élection n'est jamais gagnée à l'avance. D'accord. Une élection n'est jamais gagnée à l'avance. Quel que soit. C'est comme un match de football. Il ne faut jamais dire que l'autre équipe n'est pas capable et sous-estimer l'équipe. On ne gagne jamais un match à l'avance. Quelle que soit votre force. Les gens sont en train de dire aujourd'hui que c'est le duo Wada Italata, il n'y a plus de match, etc. Non, nous ne sommes pas à cet état. Nous allons faire une campagne et expliquer le programme d'action du candidat. Et montrer que nous avons le meilleur manager du Bénin. Et que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est un homme qui doit travailler. Et le candidat Wadayi remplit ce critère. C'est un travailleur. C'est un boxeur, comme on le dit. Il a l'énergie pour le faire. Nous allons le vendre partout avec son programme d'action. Au moment opportun. Au moment opportun. D'accord. Nous allons le faire et c'est le peuple qui va décider de qui serait vainqueur ou non. Nous ne pouvons pas dire ici aujourd'hui que c'est nous qui allons gagner, etc. Non. Nous avons la volonté et l'engagement qu'il faut pour vendre notre candidat car nous avons le meilleur candidat. Mais il faut le présenter aux populations et je l'ai garanti déjà pour dire que nous avons le candidat qui remplit le critère le plus essentiel. Il aime le travail et il sait manager un groupe. Alors, c'est le candidat de la fierté que nous avons tous retrouvés. Et nous allons nous battre pour ça. Mon mot de fin est très simple, c'est que la question de personnalisation de l'environnement politique, vous êtes revenu là-dessus plusieurs fois, il faut qu'on finisse avec. Il ne s'agira plus aujourd'hui de gérer le pays en disant tel ou tel non. Nous gérons le pays sur la base de la vision des partis. Nous allons gérer le pays sur la base des compétences. Et nous allons gérer le pays sur la base du mérite. Et quel que soit là où se trouve le mérite et les compétences, il faut les réunir pour que nous puissions affronter les problèmes et développer notre pays. Notre pays est un beau pays et qui a la potentialité, la capacité d'évoluer. Dieu nous a donné quelque chose d'important. Nous avons le coefficient intellectuel supérieur à la moyenne. Quand le Béninois part partout, on dit que c'est un homme intelligent. Ici, nous sommes intelligents, on devait développer. D'accord. Amis internautes, merci de nous avoir suivis.